Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou bienvenue sur ma chaîne si jamais c'est la première fois que vous me rejoignez. Si c'est le cas, abonnez-vous, on est bien ici. Bon, j'en profite pour faire ma pub rapidement. Bref, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on attaque le sujet dont tout le monde me parle, que ce soit en consultation, en coaching, même en formation et évidemment sur les réseaux sociaux, en commentaire, partout, c'est la perte de poids. On va l'attaquer aujourd'hui sous un angle scientifique pour que ce soit des faits objectifs et on va répondre à tout un tas de questions que j'arrête pas de recevoir. Comment se fait-ce que éventuellement on perde plus de gras lorsque l'on fait tel ou tel type d'exercice? Est-ce que boire du café avant de faire sa séance va nous permettre de brûler plus de gras? Est-ce que s'entraîner à jeun le matin ça nous permet de perdre plus de poids? Est-ce que l'exposition au froid aussi nous fait perdre du poids? La cryothérapie, on vous voit. Donc bref, ça fait tout un tas de questions, tout un tas de questionnements qui sont en suspens, de réponses qui ne sont pas données et aujourd'hui je vous les donne les amis. L'intro était déjà trop longue, on est parti pour la vidéo. Let's go. Aujourd'hui on a trois grandes parties. La première partie c'est ce qui va concerner l'activité physique, la seconde partie qui va plutôt concerner la nutrition et la troisième partie que j'appelle les bonus. Là on va retrouver tout ce qui est exposition au froid, etc. Tout de suite, je le dis évidemment tout de suite maintenant, aujourd'hui c'est une vidéo où je vais devoir faire des généralités, sinon ça va durer trop longtemps. C'est pour ça, parce qu'il y a eu tellement de demandes, que j'organise une masterclass exclusive exprès sur ce sujet-là, sur la science derrière la perte de gras. Je vous mets toutes les informations en description. Si jamais ça vous intéresse un petit peu plus, enfin tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais que vous voulez aller plus dans le détail et l'implémenter dans votre quotidien, c'est là que ça se passe. J'en dis pas plus, on démarre avec l'activité physique. Alors ce que nous dit la science sur l'activité physique, c'est que on a différents types d'exercices, ce qu'on va appeler la haute intensité, ce qu'on va appeler par exemple le renforcement musculaire, donc la musculation, et ensuite tout ce qui est travail cardiovasculaire à intensité modérée. Pour rappel, lorsque l'on est en train de faire du sport, la première source d'énergie qui va être utilisée par le corps, c'est ce qu'on appelle le glycogène, donc la forme de sucre qui est stockée directement dans les muscles. Donc elle est tout de suite disponible, le corps peut l'utiliser directement. Pour ça, je vous fais un renvoi sur ma vidéo où je vous parle des bases de la nutrition et d'éventuellement pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids. Je vous mets le lien dans un coin de la vidéo. Si on parle d'abord du renforcement musculaire, on va donc prendre l'exemple de la musculation. La plupart d'entre vous font très certainement 3-4 séries avec 10 à 15, 20 répétitions. Mais ce qui va faire la différence, c'est surtout la récupération que vous avez entre ces séries. Généralement, on prend 1 minute 30 de récupération, voire 2 minutes quand c'est un exercice qui est très demandant en termes énergétiques. Durant cette récupération, les stocks de glycogène vont se refaire. Ce qui veut dire que sur la série suivante, et donc sur les exercices suivants, au final, vous allez réutiliser à nouveau du glycogène. Ce qui veut donc dire que les acides gras, donc tout ce qui est la graisse, la masse adipeuse, va être retardé pour être utilisé en tant que source d'énergie pour l'effort que vous êtes en train de faire. Puisque le corps a du glycogène qui est directement dispo dans les muscles, il va pas se casser la tête à aller chercher des acides gras et donc à déstocker des graisses comme source d'énergie. Donc lorsqu'on fait du renforcement musculaire, en soi, la perte de gras, le fait de brûler des calories via la graisse n'est pas très élevé. Ceci étant, les amis, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le renforcement musculaire et la musculation sont hyper intéressants évidemment, puisque en créant de la masse sèche, de la masse musculaire, vous allez augmenter sur le moyen long terme votre métabolisme basal, c'est-à-dire le nombre de calories que vous brûlez lorsque vous êtes au repos, et donc évidemment que ça va jouer dans votre perte de poids. Donc renforcement musculaire, bien, il faut juste comprendre que c'est pas pendant le renforcement musculaire que vous allez perdre du gras. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le cardio modéré et surtout tout ce qui est intensité élevé. Donc cardio modéré, peut-être que vous avez déjà entendu sur les réseaux sociaux, sur internet, ce qu'on appelle le cardio de zone 2. Pour être sûr qu'on explicite ça tout de suite, le cardio modéré, c'est par exemple faire un footing en extérieur, c'est faire du vélo en salle, vélo elliptique, rameur, tapis de course, ce que vous voulez, mais dans une zone cardiovasculaire qui fait que vous sentez que vous avez un effort, mais que vous n'êtes pas à court de souffle. Exemple très parlant, en gros, quand vous êtes par exemple sur un tapis de course et que vous faites du cardio modéré, du cardio de zone 2, si vous avez un pote qui est à côté de vous, vous pouvez être en capacité de lui parler sans que ça vous mette hors de votre souffle, que vous soyez complètement à court de souffle, que ça vous mette dans le rouge. Cardio modéré égale vous sentez qu'il y a un effort, mais vous n'êtes pas au bout de votre vie. Versus tout ce qui est intensité élevée, ça va être par exemple le travail de sprint, ou je pense très particulièrement à ce qu'on appelle le HIIT, le High Intensity Interval Training. Par exemple, le Tabata fait partie du HIIT. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On répète le tout 8 fois, 8 blocs, pour avoir du coup 4 minutes. Donc ça, c'est ce que je vais appeler le HIIT. Là, par contre, vous devez être dans le rouge. C'est normal d'être à bout de souffle, c'est normal d'être très essoufflé pendant les tours.
c'est compliqué, non? Donc ça, c'est vraiment intensité élevée, tout ce qui est HIIT. Les deux vont avoir un intérêt. Lorsque l'on fait du cardio modéré, tout simplement, vous allez, je vous le donne dans le mille, quand vous faites du cardio modéré, par exemple un footing en extérieur, vous allez brûler du gras au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que lorsque vous faites du cardio modéré et qu'au bout d'un moment, vous continuez cet effort-là sans vous arrêter, qu'il n'y ait pas de récupération, c'est très important, à un moment, le corps va se dire mais dis donc, ça commence à durer longtemps, je vais aller chercher des acides gras, je vais aller déstocker de la graisse pour justement l'oxyder et m'en servir comme source d'énergie. Parce que justement, la graisse est une grosse source d'énergie pour le corps, c'est simplement qu'elle met beaucoup de temps à être mobilisée. Donc au bout d'un certain temps, c'est pour ça qu'on dit toujours en fin de séance, essayez si possible de faire tout simplement 20-30 minutes de cardio modéré pour être sûr d'aller au moment où vous commencez à taper dans les graisses, en gros. Ceci étant, si vous faites du cardio en fin de séance et que juste avant, vous avez déjà fait tout ce qui est muscu, etc., au final, vous avez déjà gagné du temps sur ce processus, donc au final 15 minutes peut-être de cardio modéré pourrait suffire en fin de séance. Une fois que vous avez fait cette séance là et que vous allez brûler du gras à l'intérieur de cette séance, parce que encore une fois elle fait éventuellement 40-60 minutes de footing peu intense. Lorsque l'effort va se terminer, pendant les heures qui suivent l'effort, vous allez plus utiliser du glycogène comme source d'énergie pour pouvoir continuer votre journée, etc. Donc en soi, lorsque vous terminez votre séance de cardio modéré, au final vous n'allez pas forcément brûler plus de calories. Versus, et là c'est complètement l'inverse, du coup, lorsque vous faites du HIIT, donc vraiment de la haute intensité, pendant votre séance, vous allez utiliser quasi exclusivement du glycogène, c'est quasi sûr et certain. L'effort est trop intense, le corps n'a pas le temps du coup d'aller chercher dans les stocks de graisse, il va aller chercher dans les sources qui sont directement disponibles, donc glycogène tout de suite disponible dans les muscles. Même si par exemple vous faites une séance que de 20 minutes de cardio vraiment très intense, vous brûlez quasi uniquement du glycogène. Ceci étant, et c'est là que ça devient intéressant, on a ce qu'on appelle l'effet EPOC, EPOC, qui est en fait l'effet de post-combustion. Pendant votre séance de HIIT, vous allez créer ce qu'on appelle une dette d'oxygène. En soi, vous n'avez jamais le temps de complètement reprendre votre souffle, donc vous avez une dette d'oxygène, et pour la payer, cette dette d'oxygène, du coup, le corps va continuer de brûler des calories au repos pendant plusieurs heures, voire jusqu'à 24 heures après votre séance de HIIT. Et là, pendant ces heures-là, il va la plupart du temps et majoritairement aller chercher, du coup, des acides gras, du gras, enfin vraiment de la masse adipeuse pour pouvoir justement répondre à cette dette d'oxygène qu'il faut essayer de repayer pendant les heures qui suivent votre effort. Donc, lorsque vous faites du cardio modéré et lorsque vous faites du cardio intense, du HIIT, vous avez deux processus qui sont complètement différents. Cardio modéré, vous brûlez du gras éventuellement pendant la séance, si la séance est assez longue, mais ensuite c'est du glycogène que vous allez utiliser pour la récup. L'inverse est complètement vrai pour le HIIT, c'est-à-dire que pendant la séance, c'est glycogène à 10 000% et ensuite vous êtes sur des acides gras plutôt pendant la récupération, les heures qui suivent la séance. Évidemment, pour tout ce qui est durée précise des efforts de ces séances, que ce soit muscu, cardio en fin de séance, que ce soit pour le cardio modéré ou pour le HIIT, évidemment que c'est une généralité que j'ai fait ici. Si jamais vous voulez des réponses plus précises, encore une fois, je vous redirige vers ma masterclass qui sera dédiée à ça. Le lien est toujours dans la description. Autre élément, ceci étant, dont je veux parler pour l'activité physique, c'est ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire la thermogénèse, donc la création de chaleur qui est produite par les activités qui ne sont pas des activités physiques. Sous-entendu, on retire de notre tête, de notre esprit, tout ce qui est séance de sport. Donc tous les exemples que je viens de donner. Et là, on va donner les exemples plutôt de faire par exemple de la marche, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, de prendre le vélo pour aller au boulot au lieu de prendre les transports en commun ou la voiture. Le fait de porter ses courses par exemple, le fait de porter son enfant, enfin de faire plein de choses de la vie quotidienne, ça c'est ce qu'on appelle le NEAT. Et évidemment que ça va pouvoir augmenter la dépense calorique de votre journée, et évidemment aussi d'éventuellement aller brûler du gras, puisque vous allez pouvoir brûler plus de calories à l'intérieur de la journée et que votre corps a forcément besoin d'aller chercher de l'énergie quelque part. Évidemment, ça me permet une transition parfaite avec la partie nutrition, c'est que là je parle d'éventuellement brûler du gras, d'avoir plus de calories brûlées pendant la journée, etc. La base de la perte de poids et de gras se fait par la nutrition, et c'est ce qu'on appelle le déficit calorique, les amis. Tout de suite, plus de détails. Le déficit calorique, j'en ai évidemment parlé dans les vidéos des semaines précédentes, quand je parle des bases de l'alimentation, pourquoi vous ne perdez pas de poids, etc. C'est vraiment la base de la base, puisque le déficit calorique correspond tout simplement au fait, évidemment de manière légère, d'ingérer par jour moins de calories que vous n'en dépensez. Étant donné que via l'alimentation, vous allez avoir un apport énergétique qui est
plus faible en termes de calories que ce que vous dépensez, forcément, il y a un moment où dans la balance, il y a du négatif, et le négatif, justement, va se faire sur le poids. Ce déficit calorique, évidemment, ne doit pas être trop grand, parce que si vous avez un déficit calorique trop grand, évidemment, on rentre du coup dans... Enfin, vraiment des carences quasi au niveau de tout ce qui est calorique, des macronutriments et même des micronutriments, donc c'est pas du tout recommandé. Et un déficit calorique, si jamais à un moment il commence à se creuser pas mal, évidemment il ne faut pas le garder sur le long terme. C'est ok pour certaines occasions, dont on pourra rentrer plus en détail dans d'autres vidéos, d'avoir un déficit calorique qui est plus important que d'habitude, mais par contre il ne doit pas être gardé sur le long terme. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a parlé du déficit calorique, je peux faire un rappel, et j'en parlais dans une autre vidéo, sur le rôle de l'insuline. Souvenez-vous, l'insuline, son rôle, c'est d'aller choper en gros les molécules de sucre qui sont en circulation dans le sang et aller les stocker ailleurs. Et ce, lorsqu'on vient d'avoir un repas, lorsqu'on vient de consommer quelque chose, qui est du sucre dedans ou non. Puisque souvenez-vous, quand on dit sucre, c'est de manière générale. Il y a les glucides, voilà, de manière vraiment générale, et à l'intérieur, on a différents glucides. Les glucides qui viennent du lait, qui viennent des fruits, qui viennent des produits transformés, le sucre blanc, raffiné, etc. Je vous renvoie encore une fois vers les vidéos des semaines précédentes. Mais le rôle de l'insuline, c'est donc de faire ça. Ceci étant, lorsque pendant la journée, on mange trop régulièrement, on va avoir des pics d'insuline qui vont pas arrêter d'arriver durant la journée, et du coup c'est problématique puisque l'hormone vraiment d'insuline n'a pas le temps de redescendre, et donc on risque d'avoir un dérèglement hormonal. Soit l'insuline ne va jamais complètement redescendre, ou alors elle va tout le temps être en yo-yo, et ça peut être problématique puisqu'à ce moment-là, l'insuline se transforme en hormone de stockage et donc va brûler le blocage des graisses. Littéralement. Donc, en termes de nutrition, l'idéal, c'est de ne pas manger tout au long de la journée et de ne pas forcément avoir tout le temps des petites collations le matin, l'après-midi. Et surtout, d'éviter encore une fois d'avoir des repas trop riches en glucides et trop riches surtout en sucre transformé. Je vous le répète tout le temps, mais le sucre transformé vient vraiment créer ces pics de glycémie, et c'est ça justement qui vient rentrer en conflit avec le fait de perdre du gras, puisque l'hormone vraiment de stockage, c'est l'insuline, mais si elle se transforme vraiment uniquement en stockage de sucre, elle vient uniquement bloquer le brûlage des graisses, et donc on passe à côté de votre objectif, tout simplement. C'est là du coup, et la transition est intéressante, qu'on peut parler de s'entraîner à jeun ou non. Alors, il y a différentes études scientifiques sur le sujet, beaucoup de méta-analyses qui existent. Ceci étant, je vais faire à nouveau une généralité, mais s'entraîner à jeun, effectivement, permet d'avoir ces niveaux d'insuline qui sont bas. Donc si vous me suivez, insuline basse, ça veut dire potentiellement mobilisation et oxydation des graisses un peu plus importantes. Ceci étant, il y a plein de cas où évidemment ça ne fonctionnera pas, ou des cas où c'est carrément déconseillé. Encore une fois, du coup, il y a des protocoles qui peuvent exister autour de ça. J'en parlerai dans ma masterclass, sinon là ça fait beaucoup trop d'informations. On avait aussi la question, j'en avais parlé dans l'introduction, de la caféine. Boire du café avant la séance. On pourrait dire que boire du café avant une séance peut être intéressant parce que ça peut augmenter la thermogénèse, donc tout simplement la température corporelle, donc potentiellement brûler plus de calories. Ceci étant, si vous êtes habitué à boire du café, ça peut éventuellement être intéressant. Si vous n'êtes pas habitué à boire du café, ne commencez pas à boire du café ou à prendre de la caféine en complément avant une séance, puisque si le corps n'est pas adapté à la caféine, ça va avoir un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire que ça va venir rétrécir la taille de vos vaisseaux sanguins, et ça évidemment c'est complètement contre-productif en termes de performance, en termes d'énergie, tout ce que vous voulez, si vous allez faire une séance de sport derrière. Donc caféine, why not, uniquement si vous êtes habitué déjà à boire du café. D'autres études existent, alors évidemment sur la caféine, mais aussi sur tout ce qui est le maté. Ça devient de plus en plus à la mode, peut-être que vous en avez entendu parler. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup trop récent pour que les études soient entre guillemets assez fiables, qu'on ait assez de recul et surtout qu'il y ait un échantillonnage qui soit assez grand. Mais de manière générale, paraît-il que prendre du maté avant une séance pourrait effectivement augmenter la thermogénèse sans avoir d'effets secondaires ou d'effets néfastes. Donc, why not? Encore une fois, il n'y a pas de preuves scientifiques irréfutables à l'appui. Évidemment, si on parle de nutrition, il faut qu'on parle des différents régimes qui existent. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une vidéo dédiée à ce sujet. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Dedans, j'attaquerai un petit peu plus en détail tout ce qui est régime cétogène, low carbs, high protéines, tout ce qui est aussi jeûne intermittent, j'en parlerai. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, c'est pour ça que je l'aborde pas maintenant. Sinon encore une fois la vidéo serait beaucoup trop longue. On passe désormais à la catégorie bonus, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans la nutrition, tout ce qui ne rentre pas vraiment à l'intérieur de l'activité physique. Première chose que j'aimerais préciser, la littérature scientifique, vraiment il y a de nombreuses études qui existent sur le sujet, nous disent que les personnes, je vais vous donner un exemple, qui tapent du pied ou qui arrêtent pas de bouger leurs genoux, vous savez quand ils sont assis, ou qui alors sont tout le temps avec leur stylo en train de tapoter sur quelque chose, etc. Eh bien ces personnes-là, écoutez-moi bien les amis, j'espère que vous êtes assis
et assises, que vous avez un gros sac de popcorn face à vous, ces personnes-là sont enclins à brûler de 500 à 2500 calories de plus par jour que les personnes qui n'ont pas justement ce type de mouvement parasite. Donc clairement, les personnes atteintes de TDAH ou d'hyperactivité sont plus que avantagées sur ce point-là, mais plus sérieusement, de sérieuses études ont été faites sur le sujet, et donc le fait de tout le temps bouger, de beaucoup parler avec ses mains, je vois pas du tout pourquoi je me sens concerné, mais de tout le temps avoir des petits mouvements parasites, ce genre de choses, et bien du coup, au final, accumuler à la fin de la journée peut amener à vraiment de nombreux calories qui sont brûlées en plus, et potentiellement du coup une perte de poids ou perte de gras un petit peu plus importante. Ceci étant, vous n'avez pas forcément besoin de vous y mettre, de commencer à taper du pied au sol en réunion pour essayer de brûler des calories en plus, dans le sens où si vous faites ça, ça peut être ça peut être sujet à créer de l'anxiété chez vous, ou alors les personnes qui a autour de vous. Donc je sais pas si je le recommande réellement, mais en tout cas sachez que ça existe dans la littérature scientifique et que c'est très reconnu. Autre élément dont j'avais parlé dans l'introduction, c'est l'exposition au froid. En soi, l'exposition au froid en tant que tel, donc par exemple la cryothérapie, il n'y a aucune preuve qui nous dit que ça va directement attaquer des cellules de gras, ou que ça va du coup nous faire perdre du poids. Ceci étant, je rentrerai encore une fois en détail dedans dans la masterclass, mais du coup il y a certains protocoles par rapport au froid qui peuvent aider justement à augmenter le nombre de calories dépensées, et surtout à aller mobiliser la graisse, puisque on a 3 types de graisse. Je fais ça évidemment très rapidement. La graisse blanche, en gros, qu'on peut avoir de manière viscérale, là ici au niveau du bidou. La graisse brune, qui elle est plutôt stockée dans des endroits où ça peut être intéressant pour le corps en termes, limite on va dire, de sécurité, du coup pour un aspect vraiment protection des organes, etc. Et de la graisse qu'on va appeler beige, qui sera entre guillemets en entre-deux. Et les cellules de graisse marron, brunes, vont répondre du coup à ces stimuli au niveau du froid. Donc en gros, il faudrait, après c'est une question de timing, etc. Je parlerai des protocoles précis encore une fois dans la masterclass. Donc il y a des cas où ça peut vraiment aider, justement, en tout cas d'aller chercher des calories supplémentaires, ou en tout cas d'aider pour une perte de poids ou une perte de gras. Je fais rapidement, comme promis, une parenthèse, ou plutôt une petite partie, un petit tiret, un petit alinéa sur les compléments qui éventuellement peuvent aider au fait de perdre du gras. Évidemment, ce sera des généralités encore une fois, parce qu'il en existe des tonnes et des tonnes, mais je vais utiliser 2 gros compléments dont on entend parler. Le premier, les amis, c'est la L-carnitine. La L-carnitine, c'est un acide aminé que vous pouvez prendre du coup en complément alimentaire, même s'il existe de manière naturelle dans l'alimentation, dans certains aliments. L'alimentation de manière classique nous amènerait pas une quantité suffisante de L-carnitine pour avoir les effets recherchés, puisque lorsque vous vous complémentez en L-carnitine, lorsque vous allez faire un effort, évidemment, donc quand vous allez faire un effort physique, une séance de sport, à l'intérieur de cette séance, le moment où vous allez commencer à utiliser les acides gras comme source d'énergie va arriver plus tôt dans votre séance que si vous n'aviez pas pris de L-carnitine. En gros, c'est ça l'idée. Il y a de nombreuses études qui existent sur le sujet. En soi, il n'y a pas énormément d'études qui existent sur des effets secondaires indésirables. Donc clairement, vous pouvez y aller. En soi, c'est juste que parfois, ça coûte un petit peu cher. Au niveau des protocoles de prise, il y en a plein qui existent. Ça dépend de la marque à laquelle vous allez vous fournir. Et deuxième catégorie dont je voulais parler, c'est les brûleurs de graisse, les amis. Alors, brûleurs de graisse drainer, avec des gros guillemets, puisque évidemment, c'est un nom, c'est une dénomination marketing. Le principe des brûleurs de graisse, généralement, ou de tout ce qui est draineur, etc., ça va être surtout d'augmenter la thermogénèse, d'activer la thermogénèse. Donc encore une fois, la thermogénèse, c'est le fait d'augmenter la température corporelle, et comme on a une température corporelle qui est au-dessus de notre température naturelle, le corps va chercher à faire redescendre cette température qui est au-dessus de la moyenne, et donc pour faire redescendre la température, il est obligé de dépenser de l'énergie, donc des calories. Vous comprenez donc en quoi est-ce que ça peut aider à perdre éventuellement du poids. Ceci étant, à l'intérieur, il y a plein de produits plus ou moins chimiques les uns que les autres. Ceci étant, la base de la base, c'est donc d'augmenter la thermogénèse. Et ceci, grâce à plusieurs choses, par exemple, je donne plein d'exemples, mais grâce au guarana, grâce au thé vert, grâce à la caféine, grâce à la taurine, tout ce qui est, vraiment
même la piperine, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver à l'intérieur du pepper, du piment. Vraiment, tout ça va contribuer du coup à avoir une augmentation de la température corporelle, mais en soi, vous pourriez très bien vous prendre un shot, je sais pas, de gingembre, un shot de piment, et du coup, vous auriez aussi la température corporelle qui augmenterait. Donc, les brûleurs de graisse, je suis pas trop fan, dans le sens où parfois ça coûte beaucoup d'argent, et puis surtout en termes d'effet, bah, à l'intérieur, vous allez avoir différents éléments chimiques, etc. Bah, en soi, enfin, je dirais, faites 10 minutes de sport de plus dans votre séance, à chaque fois que vous faites une séance à la salle par semaine, et crois-moi, je commence à vous tutoyer, ça va, tranquille, et croyez-moi, vous aurez le même effet que si vous preniez des brûleurs de graisse. Bref, la parenthèse est terminée là-dessus, les îles. Bah alors dis tout, tu veux faire coucou à YouTube? Oui, je deviens tellement gaga quand je suis avec mon chat. Amigos, amigas, cette vidéo touche à sa fin. Aujourd'hui, on était sur un setup assez chaotique. Clairement, je n'avais plus de batterie sur rien, que ce soit sur mon ordi, sur le micro, sur ma caméra, enfin bref, peu importe. La vidéo touche donc à sa fin, pardon. Comme je vous l'ai dit, petit rappel, masterclass sur la science derrière la perte de gras et pour la perte de poids. Info en description. La semaine prochaine, la vidéo concernera tout ce qui est régime. Je vous embête pas plus longtemps. Si jamais ça vous a intéressé, je vous laisse soutenir la chaîne avec le petit pouce en l'air, vous abonner et puis activer la cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je traite. Là, du coup, on avait 2 fois la suite de la nutrition. Et bah, du coup, il me faut des idées pour la suite. Je vais évidemment vous aider. Donnez-moi des idées en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bisous, bon dimanche. À la semaine prochaine.